bienvenue donc à ce débat ici au Cégep de Sherbrooke, donc débat électoral pour la circonscription de Saint-François. Je me présente rapidement, Michael Bergeron, je suis chroniqueur à la Tribune. Et voilà, j'anime ce débat à la suite de l'invitation des professeurs de sciences politiques ici au Cégep de Sherbrooke. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous mentionne, il y a en ce moment le vote sur le campus qui a lieu aujourd'hui, demain et jusqu'à jeudi. Donc, vous pouvez déjà voter, sinon vous pouvez également voter le 3 octobre prochain. Le vote sur le campus, on m'a dit que ça se passait à l'Artichaut. Je vous explique rapidement comment le débat va se dérouler. Donc, il y aura 3 grands thèmes: l'environnement, l'éducation et l'identité nationale. Chaque thème comprend 2 questions, et ce sont des questions qui viennent de vous. Dans vos questions à vous, population étudiante. Et après chaque 2 questions, il y aura un débat ouvert, donc un débat libre de 5 minutes sur chacun des thèmes. L'ordre des interventions a évidemment été choisi à la suite d'un tirage au sort. Et bien, je vous présente les candidats et candidates qui sont avec nous aujourd'hui. Le concept de la table. Donc, on a M. Danny Brière du Parti conservateur du Québec. Merci d'être là. On a Mélissa Généreux de Québec solidaire, Geneviève Hébert de la Coalition Avenir Québec, Sylvie Tanguay du Parti québécois et Claude Charon du Parti libéral du Québec. Alors, merci à vous d'être là, merci à vous également d'être là. Je vous souhaite un bon débat. On va commencer évidemment avec le fameux mot d'introduction, donc on va permettre à chaque candidate 1 minute pour faire un mot d'introduction. L'ordre, cette fois-ci, a été choisi selon la composition à l'Assemblée nationale au moment du déclenchement des élections. Donc, on va commencer avec Geneviève Hébert de la Coalition Avenir Québec. Vous avez 1 minute. Merci. Je suis consciente qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas la candidate la plus populaire dans la salle. Mais sachez que c'est important pour moi d'être ici. C'est important d'apprendre à faire connaissance. J'ai une devise qui est connaître, aimer, servir. C'est difficile d'aimer quelqu'un quand on ne le connaît pas. Donc, je sais que vous avez souffert pendant la pandémie. Vous venez de reprendre les cours. La plupart, vous occupez un emploi, puis vous êtes inquiet pour l'avenir. Vous avez besoin d'espoir puis de stabilité dans cette période de turbulence que l'on vit. L'espoir, ça se bâtit un geste à la fois. Je suis une députée qui est présente, à l'écoute, qui agit pour le bien-être de la communauté. Peu importe votre lieu de provenance, vous êtes des gens d'ici, de la circonscription de Saint-François, que je sers avec dévouement depuis 4 ans maintenant. Je veux continuer à collaborer avec les gens pour vous trouver des solutions concrètes à vos problèmes locaux. C'est votre voix à vous que je veux porter au prochain gouvernement. Merci, Mme Hébert. Je vous mentionne comme ça. Vous pouvez applaudir entre les interventions ou pas, c'est selon votre enthousiasme ou non. Mais j'en profite pour dire... Oui. Mais je vous demanderai de le faire entre les interventions et non pas pendant pour ne pas couper la parole, enlever du temps, etc. Merci. On poursuit avec M. Charon du Parti libéral. Oui, merci, monsieur. Claude Charon, évidemment. Je suis conseiller à la ville de Sherbrooke, puis je suis président de l'arrondissement. Ça, c'est président de l'arrondissement, c'est comme le maire de Lennoxville. Ça fait 9 ans, donc mon expérience en politique, j'en ai déjà un peu. Donc, je savais dans quoi je m'embarquais. J'ai 2 petites entreprises. J'ai mon hôtel de Lennoxville, des entreprises familiales, puis les Assemblées Illustra. Ça fait que mes enfants s'occupent de ça en ce moment. Fait que ça, c'est mon parcours, disons, au point de vue société. Je suis un bénévole, un grand bénévole à Lennoxville. Je fais beaucoup de bénévolat. Donc, c'est ce qui m'a emmené en politique, en fait. Fait qu'en ayant beaucoup de bénévolat, éventuellement, on m'a invité à me présenter au conseil, ce que j'ai fait. Puis maintenant, je suis invité à participer au provincial dans le Parti libéral. Merci, M. Charon. Mélissa Généreux de Québec solidaire. Salut tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin spécialiste en santé publique. Je suis aussi prof à la faculté de médecine des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Je me définis aussi comme mère et belle-mère parce qu'on a une famille recomposée avec 5 enfants, dont ma plus vieille qui vient de commencer le cégep. Puis moi aussi, je vous dirais que j'ai quand même fait de longues études, donc ça va faire une couple d'années, vous allez dire, mais j'ai quand même un peu pas mal cette sensibilité-là pour ce que vous pouvez vivre comme étudiant
à tous les jours. J'ai été aussi directrice de santé publique pendant 6 ans. Là. La santé publique, c'est juste au bout de la rue, sur la rue King, au coin de la rue du Cégep. Je suis chercheur, quand il me reste du temps, dans le domaine des changements climatiques, des impacts que ça peut avoir sur la santé. Puis grosso modo, je vous dirais que j'ai décidé de joindre les rangs de Québec solidaire vraiment, vraiment pour les valeurs sociales, les valeurs environnementales qu'on a dans ce beau parti-là. Puis je vous dirais comme experte scientifique, mais aussi comme maman, je pense qu'on a le devoir d'assurer un monde meilleur pour nos générations futures. Et je ne veux pas qu'on soit là juste pour s'adresser à vous, mais vraiment pour être là pour vous écouter et vous donner une place. Merci. Sylvie Tanguay, du Parti québécois. En fait, bonjour, je m'appelle Sylvie Tanguay, Parti québécois dans Saint-François. Alors moi, premièrement, je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Un peu plus tôt, j'ai pu jaser avec certains d'entre vous. Et j'apprécie grandement l'intérêt que vous avez pour cette élection-ci, qui, disons-le, est d'une grande importance concernant plusieurs enjeux au Québec. Moi, je suis infirmière depuis 20 ans en pédiatrie, depuis bientôt 10 ans assistante infirmière-chef au CIUS de l'Estréchus. Alors, travaillant avec des jeunes collègues, parce que je suis sur le corps de soir, soignant une clientèle âgée entre 0 et 17 ans, presque 18 ans, étant mère et mamie de bientôt 5 petits-enfants, vous comprendrez que la génération future, pour moi, occupe une grande importance. Donc, écoutez, depuis que je suis adolescente, je rêve d'un pays qui nous ressemble, où nos décisions collectives se prennent en toute autonomie et en accord avec nos besoins, avec nos valeurs profondes également. Équité, solidarité, justice sociale, dignité et respect. Merci. Et on termine avec M. Denis Bernier du Parti conservateur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Denis. Il y a 18 ans, j'étais à votre place, c'est-à-dire assis dans un cégep en train d'étudier en loisirs à Montréal. Aujourd'hui, je suis content, je représente un parti politique ici à Saint-François. J'ai étudié en loisirs, j'ai travaillé là-dedans pendant 15 des 18 dernières années. Sinon, je suis parti 1 an en Alberta, donc j'ai découvert le Canada, j'ai découvert mon anglais aussi. Sinon, mon parcours, rapidement, ça ressemble à ça. Pendant la COVID, j'ai perdu mon emploi comme beaucoup de gens. Puis je suis allé travailler dans les CHSLD parce que j'avais plusieurs cordes à mon arc, donc j'ai pu aller faire ça pour devenir un travailleur essentiel. Puis j'ai rejoint le Parti conservateur du Québec parce que c'est ça qui rejoignait, je dirais, mes valeurs, mes opinions. Puis c'était le parti qui avait, je vais vous dire ça comme ça, mais le plan, selon moi, qui était le plus logique, le plus réaliste côté économique. C'est ça qui m'intéressait. Donc aujourd'hui, je suis content d'être là. Je suis content peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont être touchées, qui vont vouloir me parler après, ça me fait plaisir. Je suis là pour les gens, comme tout le monde ici. Et vraiment, c'est avec cette attitude-là, je pense qu'on est tous ici aujourd'hui. Merci. On va passer au premier volet de ce débat, donc l'environnement. Je rappelle donc les questions ont été proposées par vous, étudiants et étudiantes. Donc, petite mise en contexte. Plusieurs étudiants et étudiantes, dont Julien du programme Tremplin DEC et Eliane du programme Sciences humaines, je ne sais pas si elles sont là, nous ont interpellés en matière d'environnement, notamment sur la production des gaz à effet de serre et les habitudes de consommation. Alors la question, dans quelle mesure la question des changements climatiques est-elle prioritaire pour votre parti et par quels moyens compte-t-il s'attaquer à cet enjeu au niveau national? On commence, vous avez 1 minute chaque, on commence avec M. Denis Brière du Parti conservateur. Denis Bernier. Ah, Bernier, ben oui. C'est bon. Désolé. Rapidement, on sait tous que les changements climatiques existent. On ne va pas nier ça, puis il n'y a personne qui va le faire non plus. Au niveau de, je vous dirais, ce qu'il faut faire, c'est passer par l'électrification des transports en commun puis des transports en généraux. Pour ça, il faut des ressources, il faut un cadre financier qui fonctionne. Ce qu'on propose, c'est d'utiliser, au Parti conservateur du Québec, c'est d'utiliser les ressources qu'on a, de les exploiter, de se servir de cet argent-là, de créer de la richesse pour ensuite pouvoir mettre à jour le système d'Hydro-Québec. Donc, qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut comme énergie pour pouvoir propulser justement un système électrique à la grandeur du Québec dans le futur, puis avoir des objectifs qui sont réalistes, c'est-à-dire en frais de temps, en frais de responsabilité, en frais de financiers pour y arriver. Donc, je suis sûr, comme tout le monde ici, là, dans mon véhicule, j'ai des câbles à booster. Bien, je pense qu'on est peut-être dû à travailler mieux sur notre électrification des transports aujourd'hui, de ce qu'on a, puis tranquillement progresser vers l'électrification de tous les transports. Mais pour ça, il faut créer de la richesse, il faut la créer ici. Donc, voilà. Merci, M. Bernier. M. Claude Chambon, du Parti libéral. Merci.
Au Parti libéral, c'est certain qu'on a identifié ça comme priorité. On veut investir quand même ça, puis ça inclut l'industrie privée, 100 milliards au point de vue pour le développement de l'hydrogène vert, parce que l'électrification, c'est vraiment bon, mais ça a une certaine limite, puis ça a aussi des effets secondaires moins acceptables. Fait que l'hydrogène vert, c'est où on veut pousser le dossier. Donc, les solutions, je pense que ça va en faire partie. Puis, un petit peu comme l'électrification, on a commencé ça quand même, là, peut-être 10-15 ans. Puis, avant que ça se développe, il faut que ça arrive aujourd'hui. Puis, il existe aujourd'hui, il y a de l'hydrogène gris, de l'hydrogène bleu, mais c'est pas bon pour les GES. Donc, il faut vraiment viser pour l'hydrogène vert, profiter de nos avantages qu'on a au Québec, qui est l'eau puis l'électricité. Merci, M. Charon. On poursuit avec Mélissa Généreux de Québec solidaire. Vendredi dernier, c'est une journée importante, c'est une journée de mobilisation pour la justice climatique et j'étais fière d'y participer. Vous aurez compris qu'à Québec solidaire, c'est une grande priorité. À Québec solidaire, on a émis le plan de réduction de gaz à effet de serre le plus ambitieux, le plus rigoureux, le plus transparent qui a jamais été déposé au gouvernement du Québec. Il y a certains partis que vous allez entendre dire qui disent qu'on est irréaliste, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne sais pas vous. Mais ce qui est irréaliste, c'est de penser qu'on ne peut pas faire plus, qu'on ne peut pas respecter les recommandations du GIEC puis de l'ONU qui nous dit de réduire de 55% d'ici 2030. Ce qui n'est pas réaliste, c'est de ne pas écouter nos jeunes qui voient bien que la crise, elle est déjà là, qui leur fait peur pour leur avenir et celui de leurs enfants. Et moi, comme maman, je suis aussi préoccupée par ça. Donc, notre plan, oui, est ambitieux, mais il a été validé par 8 experts indépendants, par une firme aussi, tout à fait qualifiée. Et malheureusement, c'est parce qu'on doit rattraper le retard de l'inaction du Parti libéral et de la CAQ des dernières années. Et ce que j'aime beaucoup dans le plan, c'est qu'on responsabilise le gouvernement et les entreprises polluantes et qu'on facilite les choix écologiques pour monsieur, madame, tout le monde. Merci. Sylvie Tanguay du Parti québécois. Oui, la question des changements climatiques est centrale dans notre plateforme. Le dernier gouvernement s'est fait élire en 2018 sans avoir de plan d'environnement. Vraiment, sans même avoir un plan sur un sujet fondamental. Nous sommes, avec Québec solidaire, les seuls partis avec un plan. J'aimerais d'ailleurs souligner nos nombreuses similitudes à ce sujet. Nous avons même mandaté la même firme expert pour élaborer ce plan. Premièrement, le Parti québécois vise à réduire de 45 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour y arriver, nous avons des cibles intermédiaires et tous les 6 mois, une évaluation de l'atteinte des objectifs sera faite secteur par secteur. Deuxièmement, le Parti québécois a comme projet de doubler l'offre de transport en commun d'ici 2035. Et troisièmement, nous engageons à créer la passe climat. La passe climat donne l'accès illimité à tous les transports en commun du Québec pour 1 $ par jour. Ce sont des engagements concrets et réalistes face à l'urgence climatique. Merci. Merci. Et finalement, Geneviève Hébert de la Coalition Avenir Québec. Merci. Le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement qui en a fait plus en 4 ans que les 15 dernières années sous autres gouvernements. Si on est le premier gouvernement à avoir adopté un plan chiffré et financé pour combattre les changements climatiques, ça, c'est assorti avec un budget qui totalise 7,6 milliards de dollars. Mais quand on parle de priorité, moi, j'aime vous parler qu'on a la priorité de protéger notre eau, notre or bleu. On a 3 % de l'eau sur la planète qui est ici au Québec. Il faut lutter aussi concrètement contre les gaz à effet de serre. Il faut continuer d'être des leaders en énergie verte. Il faut assurer un meilleur accès à la nature et mieux protéger et récupérer, mieux gérer, et récupérer nos déchets. Vous savez qu'on est le premier gouvernement qui a eu le courage de mettre en place pour l'élargissement sur la consigne, les contenants de carton, de métal, de plastique, de verre. Moi, en tant que nouvelle grand-maman, moi aussi j'ai à cœur l'avenir. L'avenir pour la jeunesse, parce que c'est important de la protéger. Merci, Mme Hébert. Deuxième question. Dans une perspective plus locale, plusieurs étudiants et étudiantes, dont Alexis du programme Histoire et Civilisation, ainsi que Boris du programme de Sciences humaines, veulent en savoir plus sur les actions locales proposées par votre parti. Ces étudiants et étudiantes s'intéressent entre autres au transport collectif, à l'autonomie alimentaire et à l'utilisation de la voiture électrique. Alors la question, si vous êtes élu député le 3 octobre prochain,
Quelle sera votre priorité en matière d'environnement dans la circonscription du Cégep de Sherbrooke? Encore une fois, 1 minute par personne, et on commence avec Geneviève Hébert. Vous savez, vous avez de quoi être fiers ici de nos institutions en enseignement supérieur. Vous avez l'Université de Sherbrooke, le Cégep, qui sont carboneutres. Mais il faut continuer, en tant qu'élu, à supporter les initiatives qui sont locales, qui viennent du milieu, qui viennent de vous. Vous savez ce que vous êtes prêts à faire pour améliorer notre environnement. Puis moi, je suis là à la rencontre. Pendant mon mandat, j'ai rencontré l'Université Bishops, l'Université de Sherbrooke, qui m'ont invité à aller parler avec eux pour les entendre, les écouter. Vous savez, une députée, c'est ça, d'être sur le terrain, d'être à l'écoute. Ça va passer par le transport collectif qu'on va améliorer avec l'électrification des transports. Notre gouvernement a investi 56 milliards de dollars pour convertir. On est le plus gros acheteur d'autobus électriques présentement en Amérique. Puis vous savez, il y a des belles initiatives. Quand on est sur le terrain, on se rend compte. Moi, je souligne un organisme comme Moisson Estrie. Puis pourquoi que ça ne se ferait pas ici? Ils ont le développement durable. Eux, là, la valorisation là, de tout pour éviter les gaz à effet de serre, ils ont sauvé 1330 tonnes de GES. C'est pas rien. Merci. Claude Charon du Parti libéral. Oui, merci. Au point de vue transport, je pense que ça rejoint ce que j'ai dit tantôt au point de vue du développement de l'hydrogène vert, c'est qu'un autobus, ça coûte 1 million. Un autobus de ville, c'est 1 million. Donc, il faut vraiment tenter d'améliorer ça pour qu'on puisse prendre de l'avant. L'autre côté, c'est que c'est la régionalisation. Je suis assis sur la Fédération canadienne des municipalités, puis au Canada au complet, c'est toujours le même problème. C'est les régions qui ont de la difficulté avec un système de transport adéquat. Donc, on a l'intention de mettre ça de l'avant. L'autre aspect que je veux attaquer, c'est que je fais partie du CA de Valoris. Valoris, ça c'est notre service de valorisation pour la région de Sherbrooke qui est plus grand. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il faut vraiment mettre de l'avant la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, puis tous ces systèmes-là. Donc, vraiment, on veut pousser là-dessus parce que c'est une instance municipale, mais elle n'a pas d'aide gouvernementale en ce moment. Donc, on a l'intention de pousser ça. Merci, M. Charon. Mélissa Généreux. Merci. Quand je parlais d'avoir un plan ambitieux qui aide les choix écologiques, c'est sûr que ça passe beaucoup par le transport en commun. C'est bien beau de dire, prenez pas votre voiture, mais encore faut-il avoir un réseau qui est performant. À Québec solidaire, notre plan qui concerne Sherbrooke et les alentours, c'est entre autres faciliter les transports entre les villes. Vous avez peut-être entendu parler de Québec Rail, c'est un projet de train qui relierait directement Sherbrooke à Québec et directement Sherbrooke à Montréal, en plus d'un Québec Bus qui relierait mieux les villes entre elles. Et évidemment, à l'intérieur de Sherbrooke, on va avoir des systèmes d'autobus à haute fréquence beaucoup plus performants qui connectent tous les points entre eux, des systèmes d'autopartage, des stations de vélo libre-service. Donc, c'est vraiment une vision globale combinée avec une réduction des titres de transport de 50 %. Et pour la politique un peu d'achat local, je pense que c'est important de le nommer. Le gaspillage alimentaire, c'est out. On veut une loi pour réduire le gaspillage alimentaire combiné avec des politiques où chaque institution, incluant le cégep, l'université, les CHU, vont prendre 70 % de leur achat des producteurs locaux pour avoir de la nourriture de chez nous dans nos assiettes. Merci. Dany Bernier. Bonjour. Au niveau du transport collectif, nous, c'est sûr qu'on a un projet dans la capitale nationale qui est Québec pour dire on veut envoyer le transport collectif gratuit là-bas puis voir les retombées. Est-ce qu'on arrive à mettre plus de gens dans les autobus de ville? Est-ce qu'on arrive à avoir moins de gens qui utilisent la voiture? Ensuite, si je suis élu ici, c'est d'apporter ce projet-là ensuite ici à Saint-François. Donc, c'est sûr que Sherbrooke en fait partie. C'est le grand Sherbrooke, on va dire ça comme ça, au niveau de la ville. Donc, c'est d'avoir ça ici. Déjà, avec les cartes étudiantes, vous avez une réduction sur le transport qui est vraiment intéressante. Mais savoir est-ce qu'on peut l'avoir gratuit. Puis une fois que le test est fait, une fois que le projet pilote est parti, puis c'est cané, moi, j'aimerais ça qu'on soit le prochain endroit pour pouvoir l'instaurer, ce serait chez nous. Ça, c'est une chose qui est importante. Sinon, au niveau du Grand Saint-François, vraiment, je vous dirais, ça nous prend un circuit court pour l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire d'enlever des entraves pour les agriculteurs et les producteurs qui n'arrivent pas à aller porter leurs produits directement à la table des gens puis vous le vendre directement. Donc, on passe encore par des corporations, puis nous autres, on veut réduire ça pour que ça aille plus vite, un circuit très court, moins de transport sur les routes, donc on veut quelque chose qui est viable. Merci. Sylvie Tanguay. Évidemment, ça
ça passe par le transport en commun. Nous, la semaine passée, on a annoncé la construction d'un train électrique à haute vitesse qui va relier Sherbrooke-Montréal en seulement 45 minutes. Ce projet vient répondre aux intérêts de la population, d'ailleurs, qui mentionnait, effectivement, 71% ont clairement exprimé leur désir de voir un train reliant Sherbrooke-Montréal. Le train générerait 90% moins de GES que le transport routier, selon un expert au HEC à Montréal. 250 km/h le long de l'autoroute 10, desservir le quartier 10-30, Chambly, bref, jusqu'à Sherbrooke. Combiné avec la passe climat, ce serait 1 $, le train serait accessible à tous, 1 $ par jour. Donc, également, avec notre grand chantier sur l'indépendance alimentaire, le Parti québécois s'engage également à 70% d'aliments locaux dans les assiettes au niveau des cafétérias de tous les immeubles, ou les cafétérias d'écoles, CHSLD, hôpitaux, cafétérias publiques, en fait. Donc, c'est des engagements qui sont concrets, qui sont réalistes également. Puis, avec la passe climat, c'est 1 $ par jour. Merci, Mme Parvier. On va maintenant passer à un débat libre de 5 minutes. Donc, vous aurez l'occasion de revenir sur les commentaires ou de poser des questions à d'autres candidats ou candidates. On commence avec M. Denis Bernier. Vous pouvez lancer ce débat libre de 5 minutes. Parfait. Bien oui, j'aurais une question justement à Québec solidaire, à savoir comment est-ce que vous prévoyez financer le grand plan d'électrification des transports? Parce qu'on sait que ça prend des ressources financières. On ne peut pas juste imprimer de l'argent, on rendrait la province pauvre. Donc, je suis curieux de savoir à quel niveau est-ce que vous désirez faire ça. Mais c'est un plan bien plus grand que l'électrification des transports. On est hyper ambitieux, puis oui, si la question, moi, ça me fait souvent rire quand les gens disent que c'est pas réaliste. Bien, c'est réaliste, c'est sûr que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, si on veut être ambitieux puis sauver notre planète et nos générations futures et améliorer notre climat de vie à tout le monde, on doit aussi aller chercher plus de sous. Et ça, tout le monde le sait. La taxe orange, la CAQ a beaucoup aimé parler de la taxe orange, mais je veux quand même ici démentir que la taxe orange, c'est si vous avez plus qu'1 million d'actifs nets dans votre compte de banque ou votre chalet, votre maison secondaire sur le bord de l'eau, des trucs comme ça, ou si vous faites plus que 100 000 $ par année. Et encore là, on n'est pas à 100 000 $, on est à 170 d'impôts de plus qu'on va payer. Moi, là, j'ai des amis médecins spécialistes qui m'ont dit, Mélissa, ce que je suis tannée, c'est de payer des impôts puis de ne pas avoir de services publics puis de ne pas avoir de plan qui protège l'environnement. Je suis prête à payer un petit peu plus si tu me dis que ça va aller au bénéfice des générations futures. Donc, je suis totalement à l'aise avec ça. Merci. Je vais donner la parole à M. Charon, ensuite à Mme Hébert. M. Charon. Oui, je vais peut-être faire un commentaire sur le transport, parce que généralement, je suis pour le train, tous ces projets-là qui sont à long terme, mais c'est juste pour éviter qu'on se crée des illusions, parce que ça ne sera pas demain. Si on utilisait le train avec la voie ferrée qu'on a aujourd'hui, ça serait un train de nuit, ça prendrait 6-7 heures se rendre, donc ça prend une voie rapide. Donc, pour développer une voie rapide, ça va quand même prendre 5 à 10 ans. C'est des milliards de dollars. Donc, c'est juste pour faire certain qu'on ne se crée pas d'illusions avec ça, mais ça n'empêche pas qu'il faut le faire. Puis, ça s'attache aussi au projet d'hydrogène qu'on a. Merci, Mme Hébert. Bien, je vous dirais que le Québec est devenu un des rares États dans le monde à avoir renoncé à la recherche à extraire de son sol des hydrocarbures. Donc, quand on avance, on ne recule pas. Donc, en tant que population, en tant que citoyen, il me semble que c'est logique de continuer à encourager quelque chose qu'on a décidé qu'au Québec, c'était fini, l'extraction des hydrocarbures. Puis je vous dirais que nous, à la Coalition Avenir Québec, on est capable de faire un plan chiffré pour contrer les GES, pour améliorer l'environnement, sans enlever d'argent dans les poches des Québécois. On a remis plus de 2 milliards, non, je dirais même près de 3 milliards à chaque année dans les poches des Québécois au cours des 4 dernières années, sans couper dans les services. Donc, il y a moyen de bien gérer et de pouvoir avancer pour l'avenir tout en donnant de l'air aux Québécois pour qu'ils puissent respirer. Puis, je terminerai avec, face à l'urgence climatique, le gouvernement de la CAQ, bien, il y a un plan rigoureux, réaliste, modéré, pour que la transition énergétique du Québec on soit l'un des États modèles en Amérique du Nord, mais qu'on augmente en même temps nos richesses, parce qu'on a ce devoir-là aussi d'aider nos voisins à convertir leur utilisation des hydrocarbures, du charbon, avec l'électricité, qui est une énergie très verte, une des plus vertes qui existent. Je vais essayer de donner la parole aussi à d'autres personnes, le temps file. M. Bernier.
Donc, moi, comme Geneviève, je suis moins content d'aller piger dans le fond des générations pour financer au lieu d'aller dans les poches des gens. Je suis assez déçu de ça. Mais j'ai une question, en fait, pour Mme Généreux, mais encore. Puis, en fait, en disant ça, je l'ai oublié. Donc, ça passe vraiment mal de mon côté. Désolé pour ça. Je vais vous laisser parler, par contre. Ben, Mme Généreux avait demandé la parole, donc allons-y. Je trouve ça super intéressant qu'on parle de ne pas aller piger dans les poches des contribuables parce que vous savez que par un budget, il y a des dépenses puis il y a des revenus. Puis il y a une façon de faire des budgets, et je vais citer, parce que c'était quand même dans la presse, de dire que Québec solidaire est le seul des 5 partis à avoir respecté toutes les règles comptables dans son cadre financier et surtout le seul parti à avoir financé toutes ses promesses sans devoir procéder à un tour de magie comptable. Je vais vous dire en d'autres mots, la plupart des autres partis, notamment la CAQ, a fait ce qu'on appelle un peu l'effet CAQ. On prévoit qu'il va y avoir une croissance économique au-dessus des prévisions qui nous donne tout d'un coup des milliards de dollars de plus. Mais vous comprenez que, moi aussi, on aurait pu faire ça à Québec solidaire. Nous, on a été responsables. On est allé de façon complètement transparente. Il n'y a pas eu de tour de magie. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Merci. Et pour la fin, Madame Hébert, en conclusion. Je vais conclure en disant que notre gouvernement ne prendra pas tout l'argent des contributions pour le Fonds des générations. Les générations n'ont pas à payer les générations futures pour plein de décisions qui vont avoir été prises dans le prochain gouvernement. Donc, nous, on va continuer à contribuer au Fonds des générations parce qu'on doit laisser un legs aux générations futures. Elles doivent, elles aussi, être capables de contribuer. Merci. Voilà qui conclut ce premier débat ouvert. On va maintenant passer au deuxième thème de ce débat et on est dans un bon lieu pour ça. On va parler d'éducation maintenant. Difficile de ne pas aborder la question de l'éducation considérant l'auditoire auquel vous vous adressez aujourd'hui. D'autant plus que cette question a été négligée depuis le début de la campagne. Alors que ce soit le manque de main-d'œuvre en éducation, tel que soulevé par Dimitri du programme de sciences humaines, ou encore la désétude des établissements scolaires qui préoccupe Marie-Renée du programme Histoire et Civilisation, les problèmes se multiplient dans le milieu de l'éducation. Alors, dans ce contexte, quel enjeu est prioritaire pour votre parti sur la scène provinciale en matière d'éducation et que propose-t-il pour s'y attaquer? Alors, encore une fois, 1 minute par candidat-candidate. On commence avec M. Claude Charon. Oui, merci. On regarde, nous autres, au Parti libéral, on a déposé quand même notre programme au mois de juin. Puis ça a été pas mal calculé, nos choses. Donc, on veut mettre 4 milliards de supplémentaires dans les infrastructures scolaires. Puis aussi 500 millions d'investissements dans la ventilation des écoles. Donc au point de vue action, je veux dire, c'est des actions concrètes. Donc, avec ça, je pense qu'on devrait être capable de s'en sortir. Merci, M. Charon. On poursuit avec Mélissa Généreux. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne si je vous dis qu'à Québec solidaire, l'accès universel à une éducation de qualité pour tous et toutes, ça a toujours été une priorité. Et autre point, je pense important de nommer aujourd'hui, c'est que les cégeps, on considère ça comme un maillon essentiel. C'est la porte d'entrée vers l'éducation supérieure. Donc, on va toujours être là pour bien soutenir. Et parlant de soutien, peut-être plus spécifiquement pour les cégeps, je reviendrai tantôt sur les frais de scolarité parce qu'on aura une autre question plus à propos. Mais on veut quand même s'assurer qu'il y ait un réinvestissement dans les cégeps et l'université parce que c'est vrai qu'ils ont été laissés pour compte. On veut être sûr que tous les besoins plus particuliers de chaque cégep soient bien répondus, surtout les cégeps francophones pour les rendre plus attrayants. Sinon, il y a une méthode de financement en ce moment pour les cégeps qui vient par nombre d'étudiants. Donc, on pense vraiment qu'il est temps de revoir ce mode de financement-là. C'est un petit peu passé date. Mais je veux quand même revenir aussi sur l'importance de l'éducation au niveau du primaire secondaire. Parce qu'au bout du compte, si on enlève le goût, la motivation ou la persévérance scolaire aux jeunes du secondaire, c'est bien sûr que ça va diminuer les admissions au cégep. Donc, on veut favoriser l'école publique. C'est démontrer que les jeunes qui bénéficient d'une bonne éducation ont beaucoup plus de chances de vouloir se rendre au cégep par la suite. Merci. Geneviève Hébert. Vous savez, pour notre gouvernement, l'éducation, c'est une priorité. C'est la clé maîtresse. C'est une façon de préparer aussi l'avenir pour nos jeunes. Puis ça commence à la petite école. Donc, autant le décrochage scolaire, il faut s'y attaquer. Dès les jeunes qui sont au primaire, au secondaire, collégial, université. Vous savez, notre gouvernement a investi dans l'enseignement supérieur pour la réussite étudiante 400 millions de dollars dans notre dernier mandat. Puis, on a utilisé aussi un montant de plus de 90 millions pour aider la santé mentale. Parce qu'on le sait, ça n'a pas été facile dans les 2 dernières années. Puis, notre gouvernement est dans l'action pour les étudiants, pour aider
à des belles initiatives qui se passent ici, au Cégep et à l'Université de Sherbrooke. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a mis des bourses incitatives dans différents domaines pour justement aider à contrer cette pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs de l'éducation qu'on voit. Alors, il y a des bourses initiatives pour le Cégep de 1 500 $ pour des sessions réussies. Merci, Mme Hébert. Sylvie Tanguay. Oui, en fait, concernant l'éducation, le Parti québécois prend au sérieux la santé et surtout la sécurité des enfants, adolescents et jeunes adultes. On s'engage à bonifier les montants par année pour la rénovation des écoles qui sont vétustes et d'accélérer les travaux également. Il est impératif d'investir massivement et rapidement dans les écoles, afin d'en faire des milieux sécuritaires, mais d'apprentissage stimulant, mais également sécuritaires. Donc, au Parti québécois, on a une posture en faveur du public, évidemment. Encore une autre similitude avec Québec solidaire. Nous voulons tous les deux abolir graduellement le financement des écoles privées. C'est une chose. Nous voulons intégrer 30 minutes d'activité physique par jour au CPE jusqu'au secondaire. Puis avec notre plan sur l'indépendance, comme je disais tantôt, notre indépendance alimentaire, nous voulons garantir 70% des aliments locaux dans les cafétérias de nos écoles. Concernant le manque de main-d'œuvre, c'est le retour au travail des personnes retraitées avec des incitatifs intéressants au niveau financier qui fera qu'on va peut-être réussir à aller chercher les enseignants qui manquent à chaque début d'année scolaire. Merci. Merci. Danny Bernier. Oui. Bien, la première des choses, ce serait d'investir dans les écoles qui sont déjà construites, c'est-à-dire d'investir dans les rénovations. Déjà, il y a souvent des projets de construire du nouveau, puis on laisse dépérir ce qu'on a déjà. Une chose qui est importante, c'est de mettre à niveau ce qu'on a. C'est de mettre à niveau nos écoles, nos établissements d'éducation. Donc ça, c'est vraiment une des priorités qui est dans le programme. C'est d'arrêter de juste mettre des enveloppes financières pour du nouveau, mais aussi de réparer ce qu'on a. C'est super important. Sinon, un crédit d'impôt de 500 $ au niveau des cours d'éducation, pas des cours, mais des abonnements au gym, aux activités physiques. C'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent retourner, se mettre en forme, ça fait partie de l'éducation. L'éducation, vous la faites, l'éducation physique à l'école, vous pouvez aussi, en vous éduquant vous-même, en fait, c'est parti moins de ça. Donc, en pratiquant vous-même, c'est une façon de faire que vous allez pouvoir poursuivre avec vous, qui va vous suivre toute votre vie. Puis c'est important, je dirais, de vous assurer que ce que vous apprenez à l'école, vous le mettez en application. Puis ces 500 $-là, ça va vous aider justement à le mettre en application, de ne pas être baudré par les limites financières que vous avez. Donc, c'est important à ce niveau-là. Merci. Deuxième question sur l'éducation. La circonscription de Saint-François n'échappe pas au contexte économique inflationniste que nous connaissons actuellement. Plusieurs étudiants du Cégep, dont William du programme de gestion et technologie d'entreprise agricole et Flavie du programme de sciences humaines, sont préoccupés par leur capacité à financer leurs études. Alors, si vous êtes élu député le 3 octobre prochain, que comptez-vous faire pour soutenir financièrement les étudiants et étudiantes du Cégep de Sherbrooke? Encore une fois, 1 minute par personne. On commence avec Sylvie Tanguay. En fait, durant la pandémie, les étudiants ont vécu une période difficile concernant la santé mentale. Certains d'entre vous viennent de l'extérieur et avoir accès à un service de santé de première ligne est difficile, voire impossible. Le lien, ce que je fais, c'est qu'on veut redonner l'accès à des soins de proximité. C'est essentiel au bien-être de la communauté étudiante. Donc, nous engageons à mettre en place un service de psychothérapie accessible et universel. Vous allez pouvoir rencontrer une travailleuse sociale, une infirmière. Bref, il faut mettre des ressources adéquates à ce sujet-là. C'est très aidant lorsqu'on vit des situations comme une pandémie, comme on vient de vivre. Au niveau financier, le Parti québécois offre une allocation pouvoir d'achat de 1 200 $ pour les gens qui font 50 000 $ et moins. On veut doubler le crédit de solidarité, vous y avez droit. Si on a un salaire, on a le droit. Et augmenter de 18 $ de l'heure le salaire minimum. Ça, c'est essentiel. À 14,25 $, c'est impossible d'y vivre. Et pour ce qui est du cégep en soi, c'est de rendre les stages rémunérés au niveau des techniques de travail social, soins infirmiers, INALO. On sait que les stages sont rémunérés dans plusieurs domaines, alors on veut le faire également dans les techniques. Merci. Claude Charon. Oui. Notre proposition, nous autres, c'est de la gratuité aux projets pédagogiques, par exemple les concentrations ou bien les projets d'études, les sports d'études jusqu'à concurrence de 5 000 $. Donc ça serait un plus.
Puis on peut mettre en place aussi un crédit d'impôt jusqu'à 500 $ pour permettre aux familles de couvrir leurs frais. Puis aussi, on parle d'autophonie puis d'orthopédagogie. Ces services-là sont négligés en ce moment, donc on veut offrir un service permanent aux écoles. Merci, M. Charon. Geneviève Hébert. Cet automne, pour éviter le choc tarifaire, on a limité à 2,64 l'indexation des frais de scolarité en fonction de l'indice l'IPC, excusez-moi. Au lieu que l'indice utilisé en 2013, qui aurait pu atteindre 8,2 %. Notre gouvernement a déjà été dans l'action pour cet automne et on s'engage comme gouvernement à plafonner les tarifs, justement, les chocs, pour qu'il n'y ait pas de choc tarifaire, donc les frais de scolarité et tous les tarifs, que ce soit Hydro-Québec, les frais de garderie, permis de conduire, frais d'immatriculation. Vous avez aussi le logement. Je me suis engagée à porter plusieurs enjeux de logement abordable. On a fait le programme d'action d'habitation abordable Québec. Il y a 213 logements qui ont été annoncés dès cet été qui vont être construits d'ici 2 ans. Donc, de créer du logement abordable. Travailler aussi avec les cégeps, les universités pour développer sur les campus du logement. Il y a un 600 $ aussi qui va être envoyé à tous les citoyens à partir du mois de décembre qui gagnent 50 000 $ et moins. Et Merci. on favorise coexistence travail-études aussi à notre gouvernement. Merci. Denis Bernier. Oui, mais c'est sûr qu'au niveau, pour aider financièrement les étudiants, puis en fait toute la population, nous, on vise des crédits d'impôt. Donc, faire passer le taux minimal d'imposition de 15 000 à 20 000 $. C'est-à-dire que les premiers 20 000 $ que vous travaillez, vous ne serez pas imposé dessus. Puis ensuite, c'est de 2 % de diminution d'impôt pour la suite. Aussi, c'est d'augmenter les crédits d'impôt pour les étudiants qui travaillent pendant qu'ils sont aux études. C'est-à-dire qu'en ce moment, à partir de peut-être 3 jours, 4 jours semaine, si vous continuez de travailler pendant que vous êtes aux études, possiblement que ça vous coupe dans vos prêts et bourses. C'est des choses qui ne fonctionnent pas. C'est des choses qui, selon moi, sont illogiques quand on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est important d'avoir des crédits d'impôt supplémentaires pour les étudiants qui travaillent. On veut garantir vos prêts, on veut garantir vos bourses, on veut s'assurer que ça ne soit pas mangé parce que vous travaillez, vous contribuez activement à la force du travail. Donc, ça, c'est important. Puis, on veut aussi mettre des crédits d'impôt supplémentaires pour les gens qui travaillent en plus en CHSLD ou en agriculture, pour pouvoir aider, pour pouvoir dire, bien, c'est des endroits où on a besoin de gens, on veut vous avoir là aussi. Merci. Mélissa Généreux. Moi, je pense qu'on ne tournera pas autour du pot. Là, ce qui coûte cher, c'est aller à l'école quand on est étudiant. Donc, je suis très contente de vous dire que nous, c'est 25 % des frais de scolarité qui vont être réduits dès le premier mandat. Et vous connaissez Gabriel Nadeau-Dubois, on vise un 100 %, pas pour le premier mandat, mais on vise la gratuité post-secondaire pour tout le monde. C'est super important. On vise aussi une politique nationale de rémunération de tous les stages. J'entends tout le temps parler de jeunes qui me disent qu'on s'en va par des stages, on n'a pas une scène, on n'est pas capable d'arriver. Évidemment, à ça, on ajoute aussi d'autres mesures pour la vie de tous les jours, pas juste pour les étudiants. Nous, ce qu'on propose, c'est de retirer la TVQ de façon temporaire le temps que l'inflation se calme. La TVQ sur tout ce qui est bien essentiel, donc ça va vraiment venir alléger de plusieurs centaines de dollars, voire peut-être même plus que 1 000 $ pour certaines personnes par an. On veut surtout faire face à la crise du logement, freiner la hausse des loyers. Je n'ai pas le temps de tout vous présenter les mesures, mais on a plusieurs mesures. On a un plan solide pour arrêter de faire face à cette hausse des coûts de loyer qu'on connaît tous. Merci. Donc, on va maintenant y aller avec le deuxième débat libre de 5 minutes. Et avant de commencer, moi, je vois qu'il y a du monde au fond de la salle, juste mentionner, il reste des places assez sur le côté, en avant, un peu partout. Donc, je vais juste vous mentionner, si jamais. Alors, deuxième débat libre, donc 5 minutes encore une fois. Vous pouvez toujours rebondir, poser des questions à d'autres candidats ou candidates. On commence avec Sylvie Tanguay du Parti québécois. Oui, mais en fait, moi, je trouve qu'il est important de dire qu'en 2018, 50 % des écoles étaient considérées en mauvais ou très mauvais état. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, cette proportion a augmenté à 59 %. Alors, comment expliquer cette contradiction alors que l'amélioration de nos écoles faisait partie de vos promesses quand même? OK, vous adressez à moi? Oui, en fait, parce que c'est le gouvernement au pouvoir, en fait, oui. Parfait. Bien, vous savez, notre gouvernement a investi plusieurs milliards de dollars. Là, on parle de plus de 2 milliards dans l'investissement pour justement rénover nos écoles. Oui, c'est vrai.
que les écoles, quand on est arrivé au pouvoir, il y avait beaucoup d'indices qui disaient qu'ils étaient en très mauvais état. Mais il n'y a pas juste aussi rénover nos écoles, il faut en construire parce qu'on le sait, ici au Québec, on a vraiment eu un boom, soit que ce soit par rapport à l'immigration, que ce soit par rapport à la migration dans plusieurs secteurs, comme ici à Sherbrooke. Donc, on doit investir aussi dans la construction de nos écoles. Donc, le gouvernement est en rattrapage, mais on a déjà fait beaucoup d'actions, puis on continue à investir parce que l'école, c'est une priorité pour notre gouvernement. Merci. Mélissa Généreux. Bien, on n'a pas beaucoup débattu de la pertinence des cégeps. Comme je vous disais, moi, c'est évident, Québec solidaire, qu'on trouve que c'est un maillon essentiel. Donc, en faisant des petites recherches pour voir peut-être les positions historiques de certains partis autour de la table, je vais vous dire un peu sur quoi je suis tombée. François Legault, il y a quelques années, disait, je le cite intégralement, « Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas éventuellement exclure l'abolition des cégeps parce que, comme le disent parfois certains parents, c'est une maudite belle place pour apprendre à fumer de la drogue et puis à décrocher. » Je me demandais, est-ce que la position du parti a évolué? Ça m'a un peu perturbée de lire ça. Je vous dirais que moi, je crois au cégep. Je suis moi-même graduée d'un DEC technique au cégep Sainte-Foy. Alors, je crois au cégep, je crois à cette formation. Je crois aussi à la formation professionnelle. Notre gouvernement vise à ce qu'on puisse former 30 000 professionnels, la grandeur du Québec, dans différents secteurs. Il y a 9 secteurs qui sont ciblés, dont 7 qui vont être ici, à Sherbrooke, à Quaticook, parce que la circonscription de Saint-François, je tiens à le rappeler, il y a tout aussi le côté rural, qui est la MRC de Quaticook. Donc, et même du côté anglophone avec Lennoxville. Vous savez, la formation, peu importe, il faut accompagner nos jeunes à aller au bout de leur potentiel. Puis ça ne passe pas nécessairement juste par l'université, ça passe par le cégep, ça passe par la formation professionnelle, puis il y a des belles professions qui doivent être valorisées et modernisées. C'est ce que notre gouvernement s'est engagé à faire. Personne ne m'a demandé la parole. Ah, ben bon, ça se précipite. Ben, allons-y, M. Bernier. M. Charles. En fait, pour la CAQ, nous, ce qu'on propose, c'est, entre autres, là, on n'en a pas parlé encore, mais c'est d'accélérer la reconnaissance des acquis en immigration. Donc, des stages rapides pour que les gens qui ont étudié... Merci. Pour des gens qui ont déjà des études reconnues dans d'autres pays civilisés. Pour que des gens qui ont déjà étudié, qui ont déjà des bacs, qui ont déjà des études supérieures, puissent le faire rapidement ici. On en a parlé tantôt, on a un problème de main-d'œuvre, puis on ne reconnaît pas ces personnes-là. On a une force qui est là, qui peut déjà être sur le marché du travail pour nous aider, puis on ne les reconnaît pas. Puis vous dites non à ça, vous voulez à la place les envoyer retourner dans le système d'éducation puis qu'ils recommencent à zéro. Tandis qu'on l'a vu en Europe, ça se fait déjà. En 3 mois, on a un médecin qui fait un stage avec un autre médecin puis il s'en va sur le plancher travailler. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ces démarches-là? Le travail est déjà dans l'action. Par contre, ici, on s'est doté d'ordres professionnels au Québec. Donc, il faut travailler avec les ordres professionnels pour voir avec les ordres, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est possible à adapter en fonction des formations que les gens ont reçues dans leur pays. Moi aussi, j'aimerais que ça aille plus vite, M. Bernier, pour qu'on puisse reconnaître les acquis des gens qui ont travaillé à l'extérieur du Québec. On s'entend, on est tous des humains, puis un médecin qui soigne en Europe, qui soigne en Afrique ou qui soigne ici, c'est le même corps humain. Mais on s'est doté d'ordres professionnels qui ont certains critères. On doit travailler avec les acteurs du milieu. Puis moi, j'espère que dans le prochain gouvernement, on va être capable d'en venir à accélérer cette requalification-là, puis qu'ils puissent accéder rapidement au marché du travail. Merci. J'aimerais peut-être laisser 30 secondes à M. Charon qui a demandé la parole. Oui, bien, je vais faire un commentaire. Dans le fond, il s'agit du financement des projets de Mme Généreux, là, de QS. Dans le fond, tu sais, on va se finir par une dette avec tout ça. Donc, il s'agit de savoir si c'est ce qu'on veut, parce qu'éventuellement, on tombe en monde de compression si le pacte fiscal commence à être difficile à gérer. Donc, c'est ça le produit final. Donc, il faut vraiment juste évaluer ça. Je pense que ce n'a pas été évalué encore. Mais notre plan balance très bien cadre financier. Mais là, le temps est écoulé. Merci. Pour vous dépendre peut-être au prochain débat ouvert. Vous pourrez revenir si vous voulez. On poursuit avec le troisième thème de ce débat, troisième et dernier thème de ce débat, l'identité nationale. La question de l'avenir du Québec et des pouvoirs qui lui sont reconnus au sein de la Fédération canadienne occupe encore une place importante dans nos débats politiques.
Indépendantisme pour les uns, nationalisme pour les autres, l'autonomie politique du Québec interpelle les étudiants et étudiantes du Cégep de Sherbrooke, dont Stella du programme Histoire et Civilisation, ainsi qu'Eliott du programme de Sciences humaines. Alors, pour votre parti, dans quelle mesure l'autonomie politique du Québec contribue-t-elle à la construction d'une identité québécoise? Encore une fois, 1 minute par personne. On commence avec Mélissa Généreux. Merci beaucoup. Je dirais qu'à Québec solidaire, l'indépendance, c'est d'abord et avant tout un grand projet social, un projet qui se veut démocratique et inclusif. Il y a un petit livre que j'ai lu qui m'a énormément aidé, Ce qui nous lie, qui est un petit bijou, ça se lit en une soirée, puis ça explique vraiment bien la vision. Mais autrement dit, dans un premier mandat, ce que Québec solidaire, on veut faire, c'est d'abord et avant tout d'instaurer un dialogue, une réflexion collective en choisissant des représentants qui viennent de tous les groupes, qui représentent bien le Québec d'aujourd'hui dans toute sa belle diversité culturelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle une assemblée constituante qui, elle, va aller à la rencontre de la population pour, au terme de son mandat, dise qu'est-ce qu'on veut comme constitution pour un Québec indépendant. Puis une fois que la constitution est rédigée, on va la faire passer en référendum pour que tout le monde puisse évidemment se positionner là-dessus. Donc, à terme, l'idée, c'est d'aller se définir ensemble notre vision de notre rêve qu'on a pour notre Québec et surtout des moyens qu'on veut se donner pour être capable d'aspirer à ce rêve-là. Et ces moyens-là vont forcément passer par un rapatriement de pouvoir au niveau de la loi, au niveau des impôts, de comment on veut utiliser notre argent. Merci. Sylvie Tanguay. Les experts sont unanimes. La langue française sur laquelle repose notre identité commune, elle est en baisse. L'Office québécois de la langue française montre, étude après étude, que la lutte qu'a menée René Lévesque n'est absolument pas finie. Les études montrent que le projet de la loi 96 de la CAQ ne renversera pas la tendance. Les autres partis ne proposent vraiment rien de concret. Ce sont des belles idées, la mise en valeur de la langue, mettre à jour la loi, demander gentiment encore une fois au fédéral. 4 ans à demander des pouvoirs puis à rien recevoir. Rien, absolument rien pour renverser la tendance. Nous, au Parti québécois, nous ne sommes pas des climato-sceptiques de la langue. Premièrement, nous nous engageons à appliquer la loi 101 au cégep, une quarantaine de cégeps qui ont accepté. Bref, deuxièmement, nous nous engageons à avoir une immigration économique 100% francophone. Et troisièmement, nous allons débloquer des budgets supplémentaires pour lutter contre l'analphabétisme, parce qu'il est énorme le taux de pourcentage au Québec, malheureusement. Le cadre actuel nous condamne à la baisse de la langue française. L'heure n'est pas aux demi-mesures ou aux demi-vérités, à la résignation caquiste. On accepte, nous on continue, on veut notre langue française, bref. Merci. La minute est écoulée, merci. Geneviève Hébert. Vous savez, moi aussi, j'ai lu un livre avant de me lancer en politique. Oui, le livre de M. François Legault. Cet homme-là a un amour pour le Québec, tout comme moi. Notre identité, notre culture, notre langue, ça fait de qui nous sommes comme Québécois. On est 8 millions de francophones dans 300 millions d'anglophones. On se doit de protéger cette langue. Ça, c'est un devoir que chacun des citoyens devrait promouvoir individuellement, d'en être fier de notre langue, de notre culture, de notre identité. On doit la transmettre aux générations futures. Vous êtes probablement peut-être de futurs parents. Donc, c'est important. Puis ça passe pas nécessairement par la séparation. On peut être fier d'être une nation distincte dans un Canada. Puis pour moi, ça vient me chercher. Donc, moi, je ne veux pas diviser les Canadiens à savoir si on est d'un côté ou de l'autre. Non, je suis fière d'être québécoise, je suis fière d'être sherbrookoise. Merci. Denis Bernier. Oui, mais en fait, c'est sûr que la protection du français, c'est très important pour la culture québécoise, je ne le cacherai pas. Dans les dernières années, moi, j'ai perdu la fierté québécoise. Je l'ai eu un peu moins, puis je ne le cacherai pas, parce que j'ai l'impression qu'on regarde souvent notre culture aujourd'hui avec les lunettes du passé. Il est temps qu'on fasse une mise à jour de notre façon de voir les choses. On s'est ouvert au monde, puis la culture québécoise devrait refléter ça aussi. Dans le Parti conservateur du Québec, on arrive de plein d'horizons. On est des gens de plein de populations différentes, puis vraiment, c'est de dire, il faut voir les choses d'une nouvelle façon. Il faut arrêter de se fermer dans un canevas, les rouges, les bleus, les Français contre les Anglais. On est une communauté, on est les Québécois tous ensemble. Il faut qu'on travaille là-dessus, puis de dire, c'est quoi notre identité québécoise? Il faut la retravailler, puis peut-être mettre des nouvelles lunettes, faire une mise à jour dans nos verres de contact. Ce que vous voulez, mais il faut faire une mise à jour.
C'est important de voir les choses comme elles sont aujourd'hui. Notre culture québécoise, oui, on veut la protéger. Oui, le français, c'est important, mais c'est plus juste ça. On a des Québécois qui sont de souche anglophone, allophone. Il faut les inclure, il faut être sûr qu'on travaille tous ensemble. Merci. Merci. Et finalement, M. Claude Charon. Oui, en 1974, le Parti libéral a donné à la langue française son statut légal. Vous n'étiez pas né encore, hein? Ben, peut-être quelqu'un au fond, là. On est seulement que 2% en Amérique du Nord, de francophones. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut protéger. Je suis 100% d'accord. Le seul problème, c'est que faut l'équilibrer avec l'inclusion. Il faut inclure tout le monde là-dedans. C'est pas juste les francophones, les anglophones aussi, ils font partie de notre communauté. Donc, il faut évaluer le fardeau administratif aussi, parce que ça impose aux entreprises de gérer ça. Donc, le projet de loi 96, je pense qu'il est sujet à être peut-être revisé, et puis à regarder quel point qu'on peut améliorer. Au point de vue collégial, je regarde, moi, mes enfants, ils ont allé au collège Champlain, puis ils sont sortis de là bilingues, puis ils n'ont pas perdu le fait qu'ils sont encore francophones. Donc, ça, je trouve que c'est des petits détails qu'il faut régler là, dans les projets. Merci. Merci beaucoup à vous cinq. Deuxième question sur l'identité. On constate un recul du français à l'échelle nationale, ça a déjà été un peu abordé, que plusieurs associent au défi que représente l'intégration des immigrants et immigrantes au Québec. La question qui suit rejoint donc les préoccupations de Charlie et de Pénélope du programme de sciences humaines. Si vous êtes élu député le 3 octobre prochain, quelles actions comptez-vous mettre en place, notamment en matière de francisation, pour faciliter l'intégration des immigrants et immigrantes dans la circonscription de Saint-François? On commence ce tour de parole avec Claude Charon. Oui, merci. C'est un sujet qui me touche vraiment parce que j'étais à l'exil, on a un statut bilingue, ça vient nous impacter aussi. Donc, au point de vue, pour les immigrants, il y a quand même 6 mois, je pense que c'est trop court pour apprendre le français. Puis même à ça, souvent les immigrants arrivent, puis c'est leurs enfants qui apprennent le français. Je pense que ça, c'est acceptable, parce que c'est ce qu'on veut, on veut la francisation. Donc, je pense qu'on peut accepter ça. Il y a une clause dérogatoire qui est imposée sans balise dans le projet 96, donc je trouve que c'est antidémocratique, on devrait l'enlever. Fait que ça, c'est 2 gestes qu'on a l'intention de faire. Merci, M. Charon. Sylvie Tanguay. Oui. Pour le Parti québécois, l'immigration est un des facteurs de développement du Québec. Nous souhaitons intégrer les immigrants de la nation québécoise pour jumeler l'accueil d'immigrants à l'urgence linguistique. Il faut que l'immigration soit mieux intégrée que par les précédents gouvernements. Notre objectif est d'accueillir moins d'immigrants, mais de les accueillir mieux. Actuellement, l'immigration intensive que certains partis proposent mène à des problèmes pour les nouveaux arrivants. Une maîtrise limitée de la langue, une ghettoisation des nouveaux arrivants et des logements plus précaires. Bref, tous les autres partis proposent de maintenir ou d'augmenter l'immigration, mais sous-estiment ses effets. Je veux rappeler à toutes les autres parties d'ailleurs que nous sommes dans un contexte de pénurie de logements, d'inflation et de hausse du taux d'intérêt. Nous, au Parti québécois, en fait, on souhaite revenir à des seuils qui vont exercer une pression linguistique moins importante, soit environ 35 000 nouveaux arrivants par année, mais bien accueillis, bien intégrés. Puis, on va cibler une régionalisation aussi de 50 % des nouveaux arrivants avec une voie rapide pour ceux et celles qui vont s'engager à s'installer en région avec des incitatifs qui vont vouloir y rester. Merci. Merci. Dany Bernier. Oui. De notre côté, au Parti conservateur du Québec, ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher plus de pouvoir en immigration. Donc, plus de pouvoir pour faire quoi? C'est entre autres pour l'immigration rapide. À Saint-François, on a beaucoup d'agriculteurs qui ont besoin d'immigration à chaque année. Ils ont besoin de gens qui viennent pour donner un coup de main lorsque c'est le temps de faire le travail des récoltes. Donc, vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit des chemins rapides pour l'immigration temporaire à ce niveau-là. Puis aussi, pour les gens qui migrent. Donc, on veut des cours de 30 à 45 semaines. C'est-à-dire de permettre de vraiment prendre le temps d'apprendre le français comme il faut, de prendre le temps de bien le faire. Puis aussi, de mettre dans ces cours-là autant la langue, la culture, les valeurs québécoises, puis aussi voir la capacité d'adaptation des immigrants. La moitié de ma campagne en porte-à-porte, je l'ai fait en parlant en anglais. Pourquoi? Parce qu'on a des immigrants qui viennent, des fois, c'est de l'Ontario ou de l'Alberta,
puis je dois changer de langue, puis c'est correct. On a des communautés aussi anglophones. On parle de l'immigration au sens large, mais des fois, c'est dans notre propre pays où est-ce qu'on a des immigrants qui viennent puis qui habitent avec nous. Donc vraiment, là, c'est de travailler pour mettre tout le monde ensemble, puis qu'on travaille ensemble. C'est là que les solutions vont venir. Merci. Mélissa Généreux. Bien, je dirais qu'à Québec solidaire, on ne voit pas l'immigration comme une menace, mais comme une opportunité. On a certains partis qui ont même parlé de louisianisation du Québec en faisant référence à cette menace-là. Les immigrants sont des nouveaux arrivants qui viennent composer notre tissu social au Québec, qui vient créer la belle diversité culturelle et nous, on en est fiers. Bien évidemment, on doit s'assurer quand même d'être là pour bien intégrer, parce que c'est vrai que si on accueille beaucoup d'immigrants sans leur offrir des services d'intégration, entre autres en région, sans leur offrir des services de francisation, on ne les aide pas à s'intégrer et ça peut créer des discours qu'on entend de plus en plus que je trouve assez déplorables. Donc, nous, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est d'avoir des carrefours d'immigration, des carrefours d'accueil en immigration, dans les régions. C'est sûr qu'en Estrie, on est quand même choyé parce qu'on a le service d'aide aux Néo-Canadiens qui fait déjà une super belle job, mais leur donner plus de moyens, plus de francisation directement dans les milieux de travail, accélérer la reconnaissance des diplômes, comme on a déjà dit, et aussi les petits biais culturels pour permettre, chaque personne aurait 200 $ pour permettre de s'intégrer à la culture québécoise. Merci. Geneviève Hébert. Afin de préserver notre cohésion, notre identité, nos valeurs puis notre culture, bien, les personnes qui sont immigrantes doivent s'intégrer en français. C'est pourquoi on a doublé les sommes consacrées à leur intégration et à leur francisation, en plus d'augmenter l'offre de cours de francisation puis les allocations pour les suivre. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, mais il y a des allocations pour suivre ces cours-là. Donc, les gens doivent quand même avoir un soutien financier pour suivre leurs cours de francisation. Moi, en tant que députée, j'ai vu sur le terrain beaucoup d'immigrants qui ont réussi leur francisation parce qu'ils se sont intégrés. On parle de s'impliquer dans comme bénévoles au centre d'action locale. Ils se sont impliqués dans différents organismes. Et ça, ce qui fait que c'est qu'ils apprennent beaucoup plus rapidement c'est quoi la culture, c'est quoi notre patois. Parce que c'est pas juste d'apprendre le français qui est important. Les gens vont apprendre un français international, mais quand ils arrivent dans des activités, bien, souvent, ils ne reconnaissent pas nos asteurs, puis nos debords. Puis donc, il faut qu'ils apprennent aussi à s'intégrer dans le milieu. Puis ça, c'est important. Merci, Mme Hébert. On est rendu au dernier débat ouvert de ce débat de ce midi. Et, Claude Charon, vous avez l'honneur de commencer ce débat. Merci beaucoup. Je peux peut-être parler d'indépendance un peu. Quand on parle d'indépendance, c'est juste parce que j'ai l'expérience d'être assis à la table de la Fédération canadienne d'université. Donc, je vois le Canada au complet opérer. Puis, je regarde l'argent que les provinces profitent des autres provinces à cause de la bureaucratie au Québec. On est en retard. On reçoit de l'argent en retard, mais des fois, on n'en reçoit pas du tout. Donc, moi, je pense que c'est un sujet assez dramatique. Parce que ça fait des années qu'on milite pour l'indépendance, puis notre structure est très complexe. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'intention d'adresser en ce moment. Parce que, à titre d'exemple, vous savez que le logement, c'est un gros problème. Bien, le gouvernement du Québec, ça a pris 2 ans et demi avant de négocier des ententes avec le gouvernement fédéral, à comparer des autres provinces, que ça se fait automatiquement. Là. Donc, il y a de quoi faire avec la structure, il faut l'attaquer. Merci. Mélissa Généreux? Mais moi, il faut que je le dise, j'éprouve un profond malaise avec le discours perpétuellement maladroit de notre premier ministre en ce moment à l'égard de l'immigration. Je vais vous donner quelques petits exemples. Là. En ce moment, il nie encore et toujours la présence du racisme systémique. En ce moment, il est allé minimiser le fait que Joyce et Shashwan, tout était réglé à l'hôpital de Joliette, alors que ce n'est pas ce que j'ai entendu des communautés autochtones. En ce moment, il a récemment fait des amalgames douteux entre violence, crime et immigration. Ce qui m'inquiète avec ça, c'est est-ce que c'est vraiment des maladresses répétées ou ça cache un malaise plus profond? Et ça, je trouve que c'est pas digne d'une personne qui est premier ministre et qui est censé rassembler les gens plutôt que les diviser. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'on va accompagner M. Legault s'il est réélu pour éviter des maladresses comme ça qui contribuent à diviser les Québécois et Québécoises? Vous
savez, moi, ce que j'aime d'une personne, c'est son authenticité. Quand quelqu'un va parler, puis à l'occasion, ça va arriver, qu'il s'est trompé, qu'il s'est mal exprimé, la personne qui est capable de prendre un pas de recul, puis de s'excuser, pour moi, elle a beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour cette personne-là. Ça prend de l'humilité, puis en politique, ça n'en prend. Donc, moi, je suis fière, puis très heureuse d'être avec un premier ministre qui est capable de s'abaisser à l'occasion, quand il s'est trompé, pour être capable de se corriger. Je pense qu'il n'y a pas personne ici dans la vie qui se sont jamais trompés, qui ont des fois dit des paroles qui ont dépassé leur pensée. Alors, pour moi, ça, c'est important. Puis je répondrais à M. Charron que notre gouvernement, on se tient debout devant le fédéral. Oui, ça a pris du temps pour aller chercher l'argent pour les logements, mais on est allé chercher plus qu'est-ce qu'il nous offrait. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais ça prend de l'argent pour bâtir. Puis on le voit avec l'inflation, comment c'est important d'avoir plus de sommes parce que les coûts de construction ont élevé. Donc, moi, je suis contente que la ministre s'est tenue debout et qu'on est allé chercher les sommes qui nous revenaient. La même chose, le fédéral. Ils nous prennent en exemple pour nos garderies, notre système. On s'est tenu debout. On voulait avoir l'argent et la gérer comme on voulait. Parce que ça fait longtemps qu'au Québec, on a un système de garderie accessible. Ça, c'est toujours en langue et identité, parce que donc, langue et identité. Je vais juste essayer de donner la parole aussi aux autres personnes. Madame Sully-Tanguay. Oui. Ben, en fait, le sujet, dans un premier sujet, M. Charron, je pense que la solution, c'est l'indépendance. Puis, pour compléter, vous m'avez donné une réponse avec 21 demandes sur 21 refus sur 21 demandes. Moi, j'étais bonne en français, non en maths, mais ça ne prend pas un doctorat en maths, compter qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir au Québec face au Canada. Et dans un autre ordre d'idée, j'aimerais savoir, pour ce qui est de l'urgence climatique, Québec solidaire est clair, il écoute les experts. C'est tout à notre honneur parce que notre plan se ressemble énormément. Par contre, pour répondre au déclin de la langue, Québec solidaire ne se base pas sur l'avis des experts. Parce que sont clairs, les experts. Avec la loi 96 que votre parti approuve, même dit qu'il ne va pas trop loin, qu'il va trop loin, en fait, renversera le déclin de la langue, eux sont clairs. Et pour moi, il faut aller plus loin. Pourquoi pas écouter les experts? Pourquoi écouter ceux du climat, mais pas ceux de la langue française? Mais ça donne super bien, parce que je voulais prendre la parole, il reste juste 30 secondes, mais vous voyez, nous, on éprouve un profond malaise avec la PL 96 en lien avec le fameux 6 mois. On parle de francisation, donc je vais rester un petit peu plus collé là-dessus. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais avec la PL 96, ce qu'on dit, c'est aux immigrants, immigrantes, vous avez 6 mois pour apprendre le français. Après ça, bonne chance, débrouillez-vous. Je comprends qu'on va dire que dans d'autres pays, il y en a qui donnent 0 jour. Nous, ce qu'on trouve, c'est que ça manque de sensibilité de façon assez importante. Donc, vous voyez, nos experts nous disaient 6 mois, c'est presque impossible. Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 3 ans? Donc, oui, on les a écoutés. Là. Mais on ne joue pas sur le déclin, par contre. Voilà, le 5 minutes est écoulé. Merci. Merci. Vous aurez la chance, j'imagine, de discuter peut-être directement avec les étudiants et étudiantes. Je suis sûr que... Je suis sûr que les 5 personnes vont être disponibles dans le hall. Hein. Tout le monde a sa table, donc voilà, pour aller discuter directement. On est rendu au mot de conclusion déjà, donc 1 minute pour terminer. Et pour ce mot de conclusion, on va quand même les lancer sur une piste. Donc on leur demande un peu quelle est, selon eux, selon elles, la question de l'urne lorsque vous voterez, soit aujourd'hui, demain, jeudi ou encore lundi prochain. Et ce mot de conclusion, donc on commence avec M. Denis Bernier du Parti conservateur. Je vous dirais, lorsque ça va être le temps d'aller voter, lorsque ça va être le temps de vous préparer à aller voter, faites un choix intelligent, un choix que vous êtes confiant de faire. C'est-à-dire, peu importe c'est qui le candidat dans votre circonscription, peu importe c'est qui le chef de ce parti-là, je parle de tous les partis, tous les chefs, si cette personne-là n'est pas élue, le plan, le programme, c'est avec ça qu'on va vivre pendant les prochaines années. Donc, le gouvernement au pouvoir, le programme qui est au pouvoir, c'est le plan pour les 4 prochaines années. Peu importe c'est qui la tête en haut, peu importe c'est qui le candidat dans votre circonscription. Soyez sûr d'aller voter avec, je vous dirais, avec un plan, avec qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous êtes en accord. Allez faire la boussole électorale s'il faut. Je vais prendre tout ce temps-là pour parler de la démocratie, moi ça ne me dérange pas. Puis je vous dirais, si vous avez le temps, puis que vous voulez prendre le temps de lire le Parti conservateur, notre programme, vous allez voir, c'est un plan qui est intelligent, qui est concret, puis économiquement viable. Donc, je vous souhaite vraiment à tous de prendre ce temps-là, puis de vraiment bien le prendre pour la démocratie. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Merci, M. Bernier. Si
Sylvie Tanguay du Parti québécois. Oui, premièrement, je vous remercie de votre présence cet après-midi. J'apprécie l'intérêt que vous portez à l'avenir du Québec. En fait, c'est votre avenir. Vous savez, on ne peut dissocier l'indépendance du Québec à l'environnement. Seule l'indépendance va nous permettre de reprendre les 2 milliards qu'on envoie à chaque année en Alberta pour le pétrole. On va pouvoir remettre cet argent-là dans une transition verte, une économie verte, dans les entreprises québécoises qui vont nous permettre une économie durable. Une transition verte et juste pour les travailleurs. Le 3 octobre prochain, moi, je vous dirais que le Parti québécois est la seule formation politique sans équivoque qui va vous proposer, en fait, un passeport québécois. Ce passeport va nous permettre de rebâtir un Québec où l'humain, la dignité et le respect seront nos priorités. Ce passeport va redonner à tous les Québécois et les Québécoises la fierté d'être un peuple, la fierté d'être un pays. N'oubliez jamais, en terminant, que l'avenir de la planète se situe entre les deux spectres politiques. Elle est ni à gauche, elle est ni à droite, mais elle est bien au centre. Et le 3 octobre, c'est ce que le Parti québécois va vous offrir. Merci. Merci, Mme Tanguay. Mélissa Généreux de Québec solidaire. Peut-être pour revenir sur la question de l'urne, je pense qu'il faut le nommer. Est-ce qu'on veut penser court terme ou on veut penser long terme? Moi, je pense qu'on n'a plus le luxe de se coller juste sur les prochaines années. On n'a plus le luxe parce qu'on a attendu trop longtemps. On doit vraiment investir en environnement pour aujourd'hui, pour nos générations futures. Je l'ai dit plusieurs fois, je le crois fondamentalement, comme experte, comme médecin, mais aussi comme maman qui commence à avoir peur pour mes enfants, mais surtout leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est assez inquiétant tout ça. Donc, pour redonner espoir aux générations, s'il vous plaît, comme société, prenons le choix d'opter pour un parti qui est capable de penser plus qu'à coup de 5-10 ans. Et évidemment, moi aussi, je vous encourage à aller voter. Je trouve ça génial qu'on fasse ça aujourd'hui alors que vous avez l'occasion d'aller directement sur le campus voter. N'hésitez pas, chaque vote compte, c'est merveilleux. Votre vote compte autant qu'un PDG d'une multinationale super millionnaire. C'est la chance de votre vie et si je suis élue, ça me fera plaisir d'aller porter votre voix jusqu'à l'Assemblée nationale. Merci, Mme Généreux. Claude Charon du Parti libéral. Merci. Après un discours comme ça, hein? Je regarde ça, puis moi, ça m'intrigue beaucoup de voir la pauvreté qui se passe en ce moment, qui s'en vient de pire en pire. Puis on l'adresse, la santé mentale, la santé en général, mais aussi la santé mentale. On a des organismes à Lennoxville que je vois tout le temps, puis que je courtois, puis on est très conscient de ça. En ce qui concerne l'environnement, dans le fond, c'est des morceaux de tarte. Hein? Le morceau de tarte qu'on va donner à l'environnement est quand même assez gros chez nous. Mais le défi qu'on veut relever, c'est que l'environnement et le développement économique, c'est tout le temps en train de se buter ensemble. Ce qu'on veut faire, c'est trouver le projet qui va les mettre ensemble. Donc, notre projet ECO, si vous donnez la peine d'aller visiter, qui est l'hydrogène vert, entre autres, c'est ce qui va adresser la situation. Merci, M. Charon. Et finalement, Geneviève Hébert. Vous savez, aujourd'hui, on a eu un débat sur l'avenir. L'avenir à vous, l'avenir à nous. L'avenir de tout le monde qui est ici dans la salle, puis de tout le monde qui est au Québec. Mais vous savez, qu'on prenne des engagements en santé, en éducation, en environnement, que ce soit sur la main-d'œuvre, moi, je pense qu'on peut changer le monde, mais un geste à la fois. Puis les actions, bien, ça parle plus que les paroles. Donc moi, durant les 4 dernières années, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je me suis engagée à rehausser le financement du cégep, la piscine qui va être rénovée. Il y a plusieurs actions qui ont été posées et qui parlent. Donc, s'il faut voter, la question de l'urne, c'est de voter pour des gens qui font ce qu'ils disent. Puis ça, c'est important. On peut promettre plein de choses. La montagne peut sembler impossible à gravir. Mais ce qu'il faut, c'est de travailler avec les gens pour trouver le chemin ensemble pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Merci. Merci, Mme Hébert. Oui, je voudrais juste prendre une seconde pour remercier votre présence ici. Je pense que c'est bien important, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Fait que j'aime bien le fait que vous êtes quand même intéressé parce que la politique, des fois, ça vient un peu plate. Hein? Ça fait que merci beaucoup pour votre support. Moi, j'ai bien aimé l'invitation, puis j'apprécie ça. Ça nous les applaudir.
Donc voilà, M. Charron a déjà mentionné ce que je voulais vous mentionner. Merci. J'en profite pour dire merci également à toute l'équipe qui a organisé ce débat, que ce soit à la technique ou encore à l'organisation. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci. Puis je vous rappelle, vous pouvez voter sur le campus aujourd'hui, demain, jeudi, sinon le 3 octobre prochain. Et en terminant, je tiens à remercier nos candidats et candidates, donc Denis Bernier du Parti conservateur du Québec, Mélissa Généreux de Québec solidaire, Geneviève Hébert de la Coalition Avenir Québec, Sylvie Tanguay du Parti québécois et Claude Charron du Parti libéral du Québec. Merci et bonne fin de journée.